tourisme russe qui pourrait être interdit dans l'Union Européenne, le Real Madrid qui remporte la Super Coupe d'Europe, ou encore l'aide européenne qui se manifeste pour faire face aux incendies en France. Bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité européenne du vieux continent. On commence cette revue d'actualité européenne par les transports publics. L'Espagne a annoncé cette semaine qu'à partir de la rentrée 2022, certains billets de train seraient désormais gratuits. Il s'agit des trains concernant les réseaux publics régionaux, mais également les trains de banlieue. Le gouvernement du Premier ministre Pedro Sánchez espère ainsi inciter les Espagnols à modifier leurs habitudes et à davantage utiliser les transports collectifs. Cette initiative n'est pas une idée nouvelle, de nombreux pays européens ont déjà entamé des démarches similaires. Les premiers à s'être lancés dans cette nouvelle offre de transport public sont les Luxembourgeois, qui, depuis le 1er mars 2020, ont instauré la gratuité de l'ensemble des transports publics du pays. L'Autriche a pour sa part, depuis la fin de l'année 2021, mis en place ce qu'on appelle un ticket climat, qui s'élève à un peu plus de 1000 € par an et permet d'avoir accès à l'ensemble des transports en commun du pays. Et désormais, les citoyens allemands, pour le prix de 9 € par mois, peuvent voyager sans réservation dans n'importe quel train régional. Sauf que le nombre de trains est très insuffisant par rapport à la demande des voyageurs, ce qui a en outre occasionné de nombreux retards. Forcément, quand on regarde tout ce qui se passe dans le vieux continent, on se demande où en est la France. Et force est de constater que la France aujourd'hui ne suit pas la même voie que ses voisins. Le gouvernement français préfère miser sur la réduction des prix des carburants. Et aujourd'hui, la France fait partie des pays où le prix au litre est l'un des moins chers en Europe. Et il faut aussi rappeler aujourd'hui en France que 38 villes proposent déjà des offres de transport public gratuit, ce qui en fait le premier pays d'Europe en la matière. Ce sont des villes de moyenne taille qui ont lancé cette politique. Mais aujourd'hui, la tendance s'accélère dans les grandes métropoles. Et dans le sud, la ville de Montpellier a déjà annoncé qu'en 2023, la gratuité totale des transports publics sera assurée pour tous les habitants de l'Occitanie. On poursuit cette revue d'actualité européenne et on passe désormais aux scandales politiques qui ont émaillé le vieux continent cette semaine. Deux pays ont particulièrement été touchés, il s'agit de la Grèce et de l'Allemagne. La Grèce est en effet secouée depuis le 8 août dernier par un scandale d'espionnage. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis est accusé d'avoir mis sur écoute deux journalistes, mais surtout l'un de ses principaux opposants, le chef du Parti Socialiste Nikos Androulakis. Les services secrets du pays ont immédiatement évoqué des motifs de sécurité nationale pour justifier ces écoutes. Il faut avoir en tête que peu après son élection à la tête du pays en 2019, Kyriakos Mitsotakis avait fait passer une loi pour que les services de renseignement soient passés sous son égide. En Allemagne, le chef du gouvernement est également directement concerné par un scandale cette semaine. En effet, le chancelier Olaf Scholz est accusé d'avoir permis à une grande banque d'Hambourg, la Warburg, dans une affaire d'optimisation fiscale, en réduisant les montants qu'elle devait aux impôts. Les enquêteurs cherchent désormais à savoir si des hommes politiques, et parmi eux Olaf Scholz, alors maire de la ville, ont fait pression sur le fisc municipal afin qu'il renonce à retrouver une partie de ses impôts. Il a d'abord nié avoir rencontré les dirigeants de la banque. Il affirme désormais ne plus se souvenir de leurs échanges. Mais ce n'est pas le seul scandale qui a frappé l'Allemagne cette semaine, puisque la chaîne publique RBB a également fait l'objet d'un scandale à propos de son ancienne directrice, Patricia Schlesinger, qui est accusée de détournement de fonds et d'abus lorsqu'elle occupait ce poste à la tête de ce groupe de médias basé à Berlin. Il faut savoir que cette nouvelle, elle a fait beaucoup réagir outre-Rhin, puisque cette chaîne publique est financée directement par les contribuables allemands. Là aussi, on vous tiendra informé dans les prochaines semaines. Et on passe directement à notre troisième thème de la revue d'actualité européenne, du sport. Deux sports sont mis à l'honneur cette semaine, la natation et le football. Concernant le sport aquatique, les championnats d'Europe ont lieu en ce moment du 11 au 21 août à Rome. Les Italiens à domicile sont annoncés comme les favoris. Le pays s'était en effet classé meilleure nation européenne aux mondiaux qui avaient eu lieu à Budapest le mois dernier. Et à noter également pour ces championnats l'absence de la Russie, exclue de toute compétition officielle en raison de la guerre en Ukraine. Et cette nouvelle ne va pas déplaire aux autres écuries européennes, puisque la Russie avait longtemps fait de l'ombre à ses concurrents européens. Le pays avait en effet remporté le classement des médailles à 5 reprises sur les 10 dernières éditions. On passe à présent au ballon rond, et l'actu phare du football européen cette semaine, c'est la victoire du Real Madrid en finale de la Super Coupe d'Europe contre l'Eintracht Francfort. La Super Coupe d'Europe, c'est le match qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions, donc le Real Madrid, au vainqueur de l'Europa League, qui était Francfort. Le match s'est soldé par une victoire 2-0 du Real Madrid, avec notamment un but du français Karim Benzema. Et c'est la 5e victoire du club madrilène dans la compétition. Et si les championnats nationaux de France, d'Angleterre et d'Allemagne ont déjà repris la semaine dernière, cette semaine, c'est au tour de l'Espagne et de l'Italie de faire leur retour sur les pelouses. Autre nouvelle concernant le football européen, le procès de l'international français Benjamin Mendy en Angleterre. Le joueur de Manchester City a vu son procès débuter le mercredi 10 août au tribunal de Chester, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Et l'intéressé risque très gros. Il est accusé par 7 femmes de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Il pourrait même être condamné à la perpétuité, à en croire certains médias.
Affaire à suivre, on vous tiendra évidemment au courant dans les prochaines semaines. Le quatrième thème de notre revue d'actualité européenne concerne les élections législatives en Italie, dont on vous a déjà parlé dans certaines de nos précédentes revues d'actualité européennes, mais également lorsqu'on vous a dressé le portrait du désormais ex-président du Conseil italien, Mario Draghi. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder la vidéo et nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, son départ a entraîné de facto de nouvelles élections qui auront lieu le 25 septembre prochain. Et à un peu plus d'un mois du scrutin, les choses s'accélèrent en Italie. À l'heure actuelle, c'est la coalition des partis de droite et d'extrême droite qui est largement en tête dans le pays d'après les dernières intentions de vote. Derrière cette coalition, on retrouve le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, emmené par Giorgia Meloni, mais également la Lega, l'autre parti d'extrême droite, emmené lui par Matteo Salvini. Et le troisième parti qui compose cette coalition est Forza Italia, l'ancien parti de Silvio Berlusconi, situé lui au centre droit. Pour contrer cette union, le PD, le Parti démocrate, l'équivalent du Parti socialiste en France, situé au centre gauche et emmené par l'ancien président du Conseil Enrico Letta, tente de s'allier avec d'autres partis, mais la tâche s'annonce ardue. En effet, alors qu'il pensait avoir trouvé un accord avec le parti centriste Azione, le dimanche 7 août dernier a été marqué par l'annonce de Carlo Calenda, le chef de ce parti, de revenir sur cette décision. Privée d'alliés, la gauche italienne est donc à la recherche de solutions et on vous tiendra évidemment informé de l'évolution dans les prochaines semaines. Enfin, le dernier thème de cette revue d'actualité européenne concerne l'Ukraine et le premier thème lié à ce sujet concerne la centrale nucléaire de Zaporizhia. La crainte d'une catastrophe nucléaire en Ukraine se renforce. La centrale, qui est la plus importante d'Europe, est redevenue depuis le vendredi 5 août le théâtre d'affrontements récurrents entre l'Ukraine et la Russie. La deuxième actualité liée à la guerre en Ukraine concerne le tourisme. En cette période estivale, les pays baltes, mais également la Finlande, souhaitent empêcher les ressortissants russes de voyager en Europe pour de courts séjours. La proposition fait beaucoup débat à Bruxelles. Kaja Kallas, la première ministre estonienne, a notamment déclaré sur Twitter qu'il était temps d'en finir avec le tourisme russe, que visiter l'Europe était un privilège et non un droit. Elle souhaite que l'Union européenne ne délivre plus de visas touristiques aux ressortissants russes et son pays, comme la Pologne ou encore la République tchèque, n'octroie plus, à quelques exceptions près, de visas aux citoyens russes depuis le 28 juillet. Et la question devrait être sur toutes les lèvres lors de la prochaine réunion entre les différents ministres des Affaires étrangères des États membres le 31 août prochain. Il faut tout de même rappeler que le Code européen des visas ne prévoit pas d'interdiction généralisée et automatique de délivrance d'un tel document. Évidemment, on vous tiendra informé dans les prochaines semaines dès qu'on en sait un peu plus. La troisième actualité concernant l'Ukraine regarde l'ONG Amnesty International. On vous en avait parlé dans la revue d'actualité européenne de la semaine dernière, mais l'ONG avait publié un rapport le 5 août dernier dans lequel elle accusait l'Ukraine de mettre en danger les civils en déployant des troupes dans des quartiers d'habitation. Ce rapport, il avait provoqué la colère du président ukrainien Volodymyr Zelensky et la démission de la directrice d'Amnesty International en Ukraine. Et le dimanche 7 août, l'Organisation de défense des droits de l'homme a présenté ses excuses pour, je cite, la détresse et la colère causées par ce rapport. La dernière actualité liée à la guerre en Ukraine cette semaine concerne le pétrole russe. Il s'agit de livraisons de pétrole qui transitent par l'Ukraine et qui desserrent ensuite 3 pays européens privés d'accès à la mer, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Et dans un communiqué, Transneft, l'entreprise chargée d'assurer le transport des hydrocarbures russes, explique que son paiement portant sur le droit de transit par l'Ukraine pour le mois d'août a été refusé le 28 juillet à cause de l'entrée en vigueur de certaines sanctions contre Moscou et par conséquent le pétrole russe n'a pas pu être acheminé dans ces différents pays. Quelques jours plus tard, la Hongrie et la Slovaquie ont annoncé avoir bien reçu le pétrole, mais ce n'est toujours pas le cas de la République tchèque. On vous tiendra informé dans les prochaines semaines dès qu'il y aura du nouveau. Le chiffre marquant de la semaine, c'est le suivant, 5. C'est le nombre de pays européens qui sont venus en aide à la France alors que les incendies ravagent certaines régions du pays, notamment en Gironde et dans le Maine-et-Loire. La Commission européenne a annoncé l'envoi de 4 avions de sa flotte de lutte contre les feux de forêt ce jeudi 11 août et des équipes de pompiers d'Allemagne, de Grèce, de Pologne, d'Autriche ou encore de Roumanie sont venus aussi soutenir les milliers de professionnels engagés sur le terrain. Cette aide européenne, il faut savoir qu'elle provient du Centre de coordination de la réaction d'urgence, le RCC. Très concrètement, c'est un mécanisme européen de protection civile qui permet aux États qui en font la demande de recevoir une aide des autres pays européens en cas de catastrophe. Plus tôt dans l'été, la Slovénie, le Portugal ou encore l'Albanie avaient déclenché ce mécanisme de protection civile pour faire face à des incendies. Le débat cette semaine, c'est le suivant. La France doit-elle suivre l'exemple de ses voisins européens et instaurer un tarif spécial pour le train au risque de diminuer ses ristournes de carburant? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo.